Identique C'est à identique au système. système. Ouais, c'est ça. Je le vois. Bonjour. Bonjour, et là ça va mieux? Bonjour. Bonjour. Ah oui, je vous entends, merci. Magnifique. Ok, super. Très bien, très bien. Donc, je vais peut-être me présenter déjà. Je suis Céline Fanchon. Je travaille au conseil régional. Je suis au service environnement et je suis chargée de mission éducation au développement durable. Donc nous avons, grâce à Madame Légeron qui va vous faire la présentation aujourd'hui, mis en place l'exposition Escale Outre-mer durant l'année scolaire 2019-2020. Et elle a été malheureusement interrompue par le Covid courant mars, mais sinon elle a circulé, comme je disais, depuis la rentrée de septembre 2019 au sein des différents établissements scolaires qui avaient fait la demande. Nous avions fait un appel à candidature auprès des différents établissements scolaires et en fonction des retours, nous avons mis en place une planification. L'exposition a été installée pendant une semaine environ dans chaque établissement qui avait été planifié. Et bon, parfois il y a eu des accros, soit à cause des grèves. Donc là, en mars dernier, interruption par rapport au Covid. Mais voilà, on avait fait une relance au mois de juin auprès des établissements de façon à repartir sur la mise à disposition de cette exposition au sein des différents établissements scolaires. Mais bon, il y a des priorités, notamment avec cette crise sanitaire, et on n'a pas eu les retours escomptés. Donc là, on essaye, enfin bon, là vous êtes tout seul, malheureusement, c'est dommage, mais on a au sein du forum EDD auquel nous sommes partenaires, la région Guadeloupe, mis et installé à nouveau au collège Matéliane l'exposition, et on espère là donner un souffle nouveau à cette diapositive, à cette exposition. Et je laisse la parole à Madame Légeron qui, bon, va justement vous en parler mieux que moi. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Vous êtes le collège, alors je vous laisse peut-être un peu la parole. Vous êtes le collège. On te parle. Alors, je n'ai pas compris. Vas-y, passe. Excusez-moi, Madame Fanchon, je n'ai pas entendu votre question. Je gérais un élève entre-temps. Excusez-moi. D'accord. On demandait, enfin, je posais la question, vous étiez quel collège précisément et de quelle commune? Nous sommes le collège appel du 18 juin et nous sommes au Lamentin. Très bien. Et la personne qui vous parle, c'est Madame Francilius, que vous avez vue au copines. Ah oui, tout à fait. Merci Oui. à vous pour votre intervention. Bon, Oui, merci. tout cela, donc on va tenter d'aller récupérer ce qui vous manque, mais bon, on va pouvoir démarrer tout de même. Très bien. Eh bien, bonjour à vous tous. Voilà, je me présente rapidement. Stéphanie Légeron. Je vous parle depuis l'île de la Réunion, où il est 16h15, pour vous présenter cette exposition. Donc, Madame Francilius, pardon, vous êtes professeure dans une classe de 3e, 4e au collège? Je prends un peu près, elle est partie faire quelque chose. Oui, elle est professeure de SVT au collège, donc elle a tous les niveaux. D'accord, très bien, parfait. Parfait, bonjour aux élèves. Et puis, écoutez, moi, c'est un petit peu une première, ce type d'intervention sous cette forme-là. Donc, si vous souhaitez… Ah, voilà, je vois la classe. Ah, très bien. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur, si vous souhaitez que ce soit peut-être plus vivant, interactif, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, hein, si vous avez des questions de la part des élèves ou
ou autres pour voilà, que ça puisse être plus intéressant pour eux. Donc voilà, donc Stéphanie, alors je vais peut-être partager, non, je vais partager un petit peu plus tard l'écran. Monsieur Christophe m'a montré comment faire. Donc voilà, j'habite moi à La Réunion, donc dans l'outre-mer français comme vous, hein, et je suis passionnée depuis plusieurs années par les domaines de la photographie, de l'écriture aussi. J'ai vécu, moi, en métropole toute ma jeunesse, on va dire. J'ai fait mes études là-bas. Et j'avais très envie de découvrir l'outre-mer. Donc, je me suis installée à Mayotte après mes études. Alors, est-ce que vous connaissez l'île de Mayotte? Est-ce que vous sauriez la situer à peu près? Plus fort. Et dans l'océan Indien. Hein? Dans l'océan Indien. Oui, bonne réponse. Jeune homme, alors je ne vous vois pas, mais je vois que vous êtes au bord droit. Voilà, parfait. C'est bon. Dans l'océan Indien, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous sauriez dire si c'est par rapport à Madagascar, où c'est situé? Là, aucune idée. Donc, en fait, c'est dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire entre l'Afrique de l'Est et la Grande Île, qu'on appelle ici la Grande Île ou l'île Rouge, c'est-à-dire Madagascar. Voilà, donc je me suis installée là-bas pour travailler dans une petite agence de communication, donc, qui consistait notamment à véhiculer des messages pour les administrations. Moi, j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps avec les administrations. Donc, il y a l'agence de santé, par exemple, pour des campagnes de communication sur la lutte contre le paludisme, et aussi des campagnes sur l'environnement, donc des campagnes, des spots télé, des petits spots radio aussi, des affiches pour sensibiliser à la protection de notre environnement. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai monté mon magazine à Mayotte 4 ans plus tard pour essayer de développer un petit peu ses compétences en photo, écriture, etc. avec une équipe. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, c'est la photo un petit peu qui m'a amenée vers l'environnement, comme quoi il y a différents cursus qui sont possibles. Hein. Je n'ai pas fait d'études dans l'environnement. Mais, alors ça a coupé. Bonjour. Pardon. Vous n'êtes pas Madame Dolan? On vous entend toujours, hein, par contre. D'accord, pardon. Très bien. Et donc voilà. Ensuite, après cette expérience à Mayotte, je me suis installée à La Réunion tout en continuant le magazine à Mayotte pour faire un travail pour une administration qui est très originale en France, qui s'appelle l'administration des terres australes et antarctiques françaises. En fait, alors, est-ce que vous connaissez les terres australes et antarctiques françaises? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça ce n'est pas étonnant parce que c'est très, très méconnu. En fait, c'est une partie de l'outre-mer français, toujours, comme la Guadeloupe, comme Mayotte, comme la Réunion, qui est située dans l'océan Indien, mais c'est un territoire qui n'est pas habité. C'est un territoire qui n'est… Alors là, je vais peut-être vous montrer un petit partage d'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon ordinateur. Pour vous montrer un petit peu où ça se trouve, les TAF. C'est bon, on voit. Vous voyez? Parfait. Donc, en fait, Mayotte est ici, hein, au nord du canal du Mozambique, ce canal entre l'Afrique et Madagascar. Et donc, les îles éparses font partie des TAF. Ce sont les îles qu'on voit ici, Tromelin, les Glorieuses, Bassas d'India, Europa. Ce sont des îles tropicales comme la Guadeloupe. Mais à la différence de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et des autres îles tropicales françaises, ces îles-là ne sont pas habitées. En fait, elles sont protégées. Alors, elles ne sont pas classées en réserve naturelle, mais voilà, elles ont un statut de protection très important pour sauvegarder les oiseaux, les tortues qui viennent y pondre, etc. Donc, on peut y aller seulement de passage en étant accueilli par des militaires et par des scientifiques. Voilà.
Ça, c'est la partie tropicale des TAF. Donc, moi, j'ai pu y aller pour faire des photos dans le cadre d'un projet de livre et d'exposition. Après, je vais venir à notre exposition, mais c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement. La deuxième partie des TAF, c'est ici, ce sont des îles. Alors, ça ne m'étonne pas que vous ne les connaissiez pas. Moi-même, je ne les connaissais absolument pas en vivant à La Réunion, alors que vous voyez, c'est quand même pas très loin d'ici. Et voilà, c'est très méconnu. C'est à 4 jours de bateau, Crozet par exemple, que vous voyez ici. Là, on est dans l'océan Indien Sud, c'est-à-dire des mers très froides. On peut s'imaginer que l'océan Indien, c'est comme la mer des Caraïbes, une eau à 25 degrés, etc. Eh bien, pas du tout. À mesure qu'on descend comme ça, qu'on monte en latitude, hein, à mesure qu'on va vers l'Antarctique qui est ici, les eaux n'ont de cesse de refroidir. Et nous avons donc pu embarquer sur un navire pour aller visiter ces îles qui sont des réservoirs de biodiversité. On va en parler, ça va être le thème de l'exposition. Donc, des endroits où la faune et la flore sont en état de conservation excellent grâce à des mesures de protection qui sont prises par les scientifiques et par les conservateurs. Voilà. Donc, il y a Crozet, les îles Kerguelen aussi. Les Kerguelen, pour vous situer, c'est à peu près grand comme l'île la Corse, donc c'est assez grand. Et des toutes petites îles ici, Saint-Paul, Amsterdam. Voilà. La dernière partie, moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller, c'est la Terre Adélie, donc la dernière partie des TAF, Terres australes antarctiques françaises, c'est la Terre Adélie, qui est la portion de continent antarctique reconnue, disons, française. Voilà. Donc, pour situer un petit peu les choses, donc, c'était quand? C'était il y a 5 ans. 5 ans, nous avions donc réalisé une exposition un petit peu similaire à Escale Outre-mer, mais entièrement dédiée au TAF. Et avec toutes les photos que nous avions ramenées de nos reportages dans les TAF, nous avons souhaité prendre contact avec des photographes dans l'ensemble de l'Outre-mer pour réaliser une exposition qui soit élargie aux 13 territoires, puisque l'outre-mer français est constitué au total de 13 territoires, dont la Guadeloupe. Est-ce que, alors ça serait trop facile, sinon je vais changer de page et vous demander si vous pouvez me citer quelques territoires d'outre-mer. De l'outre-mer français, parce que d'autres pays en Europe notamment ont des espaces, des territoires ultramarins. Est-ce que vous pourriez me citer d'autres territoires ultramarins qui font partie de la France? La Guyane. Oui, très bonne réponse. Je note, hein, la Guyane. Un petit indice, près de chez vous, il y en a quelques-uns. Pardon, c'est mon chien, il ne devait pas apparaître dans l'écran, mais voilà. Je n'ai pas entendu. Martinique. La Martinique, tout à fait. Mayotte. Mayotte. La Nouvelle-Calédonie, très bonne réponse aussi. Dans le Pacifique, est-ce que vous pensez à d'autres îles que la Nouvelle-Calédonie? La Réunion. Alors, la Réunion, c'est une bonne réponse pour l'océan Indien, je note. Nous en avons 5. Pour vous dire, nous en avons 5 sur 13. Il y a deux petits territoires, enfin petits par la taille, hein, tout près de la Guadeloupe. Ouais, oh, excellente réponse. C'était pas facile à trouver. Oui. Dans le Pacifique, vous ne pensez pas à des îles qui sont réputées paradisiaques, qui sont il y en a énormément, des atolls, des lagons, très touristiques.
Les Seychelles. Alors, les Seychelles sont dans l'océan Indien. Là, c'est non, là, et c'est pas français, les Seychelles. C'est une république en propre. Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, très bien. Là, nous en avons 7 sur 13. Ça va être de plus en plus difficile. Je vais vous aider, hein, si vous voulez, à la fin. Et il y a 2 îles que vous devriez citer parce qu'elles sont très proches de la Guadeloupe. Enfin, très proches, dans la zone, dans la région. Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Exactement. Saint-Barthélemy. Vous avez dit pardon? J'ai dit Saint-Barthélemy. Enfin, Saint-Barthélemy, tout à fait. Fait partie de la liste. Alors, bon, on a dit les terres australes, donc je le rajoute. Hein. Ça fait partie, c'est un des 13 territoires. Est-ce que vous avez encore une idée? La Guadeloupe, je l'ai noté, hein, évidemment. Donc, il en reste 2. Il en reste 2. Donc, il y a ces îles du Pacifique que vous n'avez pas citées. Je vais vous donner le nom de l'île principale pour voir si vous pouvez me trouver le nom de l'archipel auquel fait partie cette île principale. L'île s'appelle Tahiti. Oui, la Polynésie française, tout à fait. Et la dernière île, je vais vous la citer parce que je pense que ça va être un petit peu long avant de la trouver. Personne ne la connaît. Nous avons fait cette exposition a été présentée en divers endroits. Et la plupart du temps, les gens nous disent « Ah bon, on ne savait pas du tout que c'était une île française ». Il s'agit de Clipperton, qui est un petit atoll. Je vous montrerai une photo tout à l'heure, qui est un petit atoll au large du Mexique. Voilà, un petit atoll inhabité comme les TAF. Très bien. Est-ce que vous souhaitez intervenir peut-être? Je m'apprête à vous présenter un petit peu l'exposition. Alors, juste une petite précision. Est-ce que vous pouvez répéter le nom du dernier territoire, s'il vous plaît? Parce qu'entre-temps, Bien sûr. Oui, oui, oui. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous le montrer en photo. Ça sera plus parlant. D'accord, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, c'est l'atoll de Clipperton. Clipperton, que nous avons illustré ici. Si mon partage d'écran fonctionne toujours, vous devriez voir la photo aérienne de Clipperton ici. C'est beau. C'est très beau, en effet. C'est l'île de la Passion. Et en fait, c'est un atoll qui est unique au monde dans le sens où c'est le seul atoll d'eau douce de la planète. C'est un atoll qui est complètement fermé. Donc, ce qu'on appelle un atoll, c'est une couronne corallienne qui encercle un lagon. Vous voyez, c'est donc une étendue de sable au ras de l'eau, pour ainsi dire, qui entoure un lagon entièrement fermé. Et c'est bien parce qu'il est entièrement fermé, il s'est fermé naturellement, cet atoll de Clipperton, que l'eau n'est approvisionnée maintenant que par la pluie. Alors, on dit que c'est un atoll d'eau douce. Il y a quand même une certaine salinité dans cette eau. Mais progressivement, au fil du temps, l'eau de cet atoll va devenir de plus en plus douce. Et c'est un fait unique au monde. Voilà. Alors, ce n'est pas habitable, hein. C'est un atoll qui fait la superficie de cet atoll, c'est un peu plus d'1 km². Donc, vous voyez, c'est tout petit.
Mais c'est donc un endroit très intéressant pour la biodiversité et un endroit qu'il faut protéger absolument, notamment parce que les eaux qui entourent Clipperton, ce qu'on appelle donc les eaux françaises, hein, ce qu'on appelle la ZEE, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ZEE, les zones économiques exclusives, c'est-à-dire les zones qui relèvent du domaine maritime français, sont très poissonneuses à Clipperton. Et donc, il y a des enjeux de pêche considérables autour de ce petit anneau de corail qui explique que la France essaie, malgré les distances, de le protéger. Et donc, il y a eu un classement de protection de cet atoll récemment pour éviter justement ce phénomène de surpêche et de pêche clandestine autour de Clipperton. Voilà. C'est une île où nichent la plus grande colonie connue sur la planète de fou-masqué, c'est cet oiseau que vous voyez ici, avec un bec jaune. Et les eaux sont fréquentées par des requins des Galapagos, des poissons-anges de Clipperton. C'est une espèce endémique. Endémique, c'est-à-dire qui ne vit qu'à Clipperton. C'est un atoll où nichent des tortues marines, et de nombreuses espèces pélagiques. Est-ce que vous savez ce que signifie le terme pélagique? Non. Les espèces pélagiques, ce sont les espèces de haute mer, c'est-à-dire les grands mammifères marins, par exemple, les baleines, les cachalots. Voilà. Quand on parle de faune pélagique, on fait référence à ces espèces-là. Voilà. Et donc, à Clipperton, pour terminer sur ce petit atoll, mais c'est vrai qu'il est très, très insolite, hein, parce c'est le moins connu des territoires de l'outre-mer français. Pour terminer, c'est un endroit qui est un petit peu aux avant-postes du changement climatique, c'est-à-dire qu'il est tellement isolé que les chercheurs peuvent, y trouver une sorte de point zéro, si vous voulez. Parce qu'on est tellement éloigné de la pollution qu'on peut mesurer plus finement qu'ailleurs les effets des pressions sur l'environnement. Donc, ça a fait l'objet, l'atoll de Clipperton a accueilli comme ça des missions, quelques missions scientifiques, c'est très rare, dont celle de Jean-Louis Etienne, qui est un grand explorateur français. Et ils sont allés voir, essayer de mesurer dans quelle proportion cet atoll est touché par la pollution et le réchauffement climatique. Alors, sur la pollution, le résultat a été frappant, puisque chaque jour, l'équipe de Jean-Louis Etienne a ramené des déchets en très grand nombre qui venaient s'échouer sur les plages. Donc, ça veut dire que même à 1100 km du Mexique, en plein océan Pacifique, la pollution humaine continue d'être présente et d'être plus que présente, d'être très importante. Voilà. Donc, c'est quand même… Clipperton. Merci beaucoup parce que c'est très, très riche tout ce que vous venez de nous dire. Oh, ben avec grand plaisir. Si vous souhaitez qu'on fasse un petit focus sur certains territoires, n'hésitez pas, en fonction des programmes des élèves, de ce que vous souhaitez qu'on mette en avant. Je peux, selon votre demande, adapter le propos. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être commencer par cette carte-là, rapidement. Donc, l'outre-mer français est réparti dans 4 océans. Donc, ça, c'est un chiffre à retenir. Alors, 4 océans, bon là, vous avez peut-être vu la réponse, mais est-ce que je peux vous demander quels sont ces 4 océans? Prenez le micro, on donne à Échille derrière. Vas-y, Échille. Océan Atlantique. Alors, c'est moi qui n'entends pas bien, excusez-moi. Pas fort, Échille. Océan Atlantique. Océan Atlantique, tout à fait, un océan. Océan Indien.
L'océan Indien, deuxième océan, oui. L'océan Pacifique, le troisième océan. Et le quatrième, qui est le plus difficile à trouver. Ah non, non. Pour vous donner un petit indice, c'est l'océan le plus au sud de la planète. Et d'ailleurs, son nom de cette situation géographique. Alors, l'Arctique est au nord, enfin au pôle nord. Hein. L'Arctique est au pôle nord, l'Antarctique est au pôle sud. L'Arctique, c'est un océan, effectivement. L'Antarctique est un continent. Donc, on ne parle pas d'océan Antarctique, bien qu'on aurait pu. Enfin, voilà, c'est une convention. Hein. La Terre, parce que vous savez que sous le continent antarctique, même s'il est complètement enneigé et fait de banquises, d'icebergs, etc., en dessous, il y a un socle rocheux très, très important, de l'ordre de 2000 mètres à peu près. Ce sont des montagnes, en fait, qui forment le socle du continent antarctique. Mais la mer qui entoure ce continent ne s'appelle pas l'océan Antarctique. Il a un autre nom. Et alors je vais peut-être le donner la réponse, c'est l'océan austral. Voilà. L'océan austral, donc austral, ça veut dire du sud. Et donc, c'est l'océan qui borde le continent blanc, le continent antarctique. Et pourquoi est-ce que l'outre-mer français est réparti également dans cet océan austral? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Quel est le territoire qui explique le territoire de l'outre-mer français qui explique pourquoi on dit l'outre-mer français, c'est aussi l'océan austral? Alors, oui, pardon, j'ai peut-être mal formulé ma question. En fait, là, je viens de vous dire que l'outre-mer français était réparti dans 4 océans. Donc, vous en avez trouvé 3, l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Il y a également l'océan austral. Si, par exemple, ma question, ça pourrait être pourquoi est-ce que l'outre-mer est réparti dans l'océan Indien? La réponse serait parce que dans l'outre-mer français figure l'île de la Réunion, Mayotte, les terres australes. C'est ce qui explique pourquoi l'outre-mer est présent dans l'océan Indien. Donc, ma question, c'est pourquoi l'outre-mer est présent dans l'océan austral? Quel est le territoire qui est situé là-bas, si vous préférez? C'est-à-dire autour du continent antarctique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous représente la carte. Alors, Clipperton est ici. Donc, Clipperton est au large du Mexique. Mais là, on cherche le territoire. Vous voyez l'océan austral? Il est ici, sur cette ligne pointillée là. Quel est le territoire français qui baigne dans l'océan austral? C'est indiqué sur la carte, mais c'est peut-être petit, hein, peut-être que vous ne voyez pas bien. Si c'est le cas, je vous donne la réponse, c'est la Terre Adélie. La Terre Adélie, donc qui est ici, si vous voyez là où je mets le curseur, mais je ne sais pas si je peux faire mieux, peut-être avec une petite flèche comme ça. Non. Donc c'est ici, la Terre Adélie, en bordure du continent antarctique, où vivent des manchots empereurs notamment. Je vais vous montrer dans l'exposition un petit peu cette faune, parce qu'il n'y a pas de flore là-bas, hein. Le continent est enneigé. Donc voilà ici, on va zoomer sur le manchot empereur. Vous voyez, en Terre Adélie, les scientifiques ont recensé environ 3000 couples de manchots empereurs. Ces manchots sont les plus grands de tous les manchots.
Alors, petite colle, quelle est la différence entre un manchot et un pingouin? Ça, c'est quelque chose qu'on a eu de cesse de nous répéter quand on était en reportage là-bas. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est moi, du coup, je le sais, et souvent, je reprends les gens parce qu'on confond souvent les deux. Aucune idée. Aucune idée, hein. Ouais, moi, j'en avais aucune idée non plus. Eh bien, le pingouin, il vit dans l'hémisphère nord et le manchot dans l'hémisphère sud. Vous voyez, pour reprendre la carte du monde, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des pingouins, des petits pingouins torda, ils s'appellent. On ne les appelle pas les manchots torda parce qu'on est au-dessus de l'équateur. Donc, l'équateur, c'est la ligne ici pointillée rouge, hein, que vous voyez, qui passe ici. Donc, tous ces oiseaux s'appellent des pingouins au nord de l'équateur et des manchots au sud de l'équateur. Voilà. Une question. Pourquoi les pingouins sont au nord et Alors ça, c'est vraiment une question de vocabulaire, en fait, hein. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication parce qu'en anglais, les deux sont traduits par penguin. Donc, par exemple, les Anglais et les Américains, ils disent penguin pour un manchot ou pour un pingouin. Nous, en France, on a cette distinction hémisphère nord, pardon, hémisphère sud. Voilà. Mais c'est vraiment qu'une question de lexique, hein. Alors, je vais commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Madame Fanchon, si vous souhaitez intervenir éventuellement, Alors, je poursuis. Donc, dans l'exposition, nous avons voulu montrer à travers ces 40 grands panneaux un tableau de la biodiversité de l'outre-mer. Du patrimoine naturel de l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer dans chacun des territoires, donc on les a cités tout à l'heure, hein, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, etc. Dans chacun des territoires, quelles sont les espèces faunistiques et floristiques, c'est-à-dire la faune et la flore, les plus remarquables, c'est-à-dire les espèces, on va dire, les plus emblématiques d'un territoire. Il y a des espèces comme le manchot empereur est emblématique de l'Antarctique. Ça veut dire que c'est un oiseau qu'on ne retrouve que là-bas et qui est un symbole du territoire. Voilà. Comme vous avez l'iguane des petites Antilles, par exemple, qui est un emblème de vos îles, parce que c'est un animal qu'on observe très rarement, qui est spectaculaire, etc. Donc, on a essayé de mettre en avant ceci dans l'exposition, des espèces remarquables. Et au-delà de l'aspect esthétique, hein, ou spectaculaire, parce qu'on fait de la photo, mais c'est surtout l'intérêt scientifique qui a primé dans le choix des images. C'est l'état de menace qui pèse sur les espèces qui a été un petit peu notre curseur, notre ligne directrice plutôt, pour choisir ces images. Je précise que cette exposition a été réalisée avec la validation de scientifiques et même le concours direct, hein, de scientifiques dans chacune des régions décrites. Par exemple, en Guadeloupe, on a travaillé avec le parc national, notamment. On a travaillé avec l'association Amazonas qui protège le colibri madère, qui est un oiseau que vous connaissez sans doute. Voilà, donc on a essayé dans cette exposition de faire une synthèse illustrée et de texte également de la biodiversité de l'outre-mer. Ça n'avait pas été fait à notre connaissance, alors que l'outre-mer français est quand même, est extraordinaire quand on se penche, ne serait-ce que sur une petite région de l'un des territoires. On voit que c'est très riche en biodiversité, qu'il y a beaucoup d'actions de terrain qui sont faites aussi, un grand dynamisme de la part des associations locales. Et donc, notre volonté, c'était d'essayer de dresser un tableau
Alors, pas exhaustif, hein, parce qu'on ne peut pas, avec 40 panneaux, être complet sur le sujet, mais essayer de montrer que aussi ces territoires de l'outre-mer sont soumis à des pressions sur l'environnement qui sont souvent communes. On a voulu montrer à la fois la spécificité des territoires à travers leurs espèces, qui sont toutes différentes. Les oiseaux qui vivent en Guyane ne sont pas les oiseaux qui vivent à Wallis et Futuna, par exemple. Mais que ce soit en Guyane ou à Wallis et Futuna, le changement climatique est une menace. Voilà, que ce soit à Wallis et Futuna ou en Guyane, la surexploitation des espèces est une menace. Les pollutions sont une menace. Donc, on a essayé comme ça de montrer qu'il y a des traits d'union entre les Outre-mer et essayer aussi de les rassembler pour montrer qu'elles forment un tout, la France de l'Outre-mer, qui représente, et là c'est quand même assez extraordinaire, qui abrite, dirons-nous, qui abrite 80% de la biodiversité de notre pays. C'est-à-dire que si on cumule le nombre d'espèces d'oiseaux et de végétaux de nos 13 territoires de l'outre-mer français, se cumulent, donc c'est quantitatif, hein, on parle vraiment de nombre d'espèces. Si on fait le total et qu'on compare ce total-là au total de ce que serait le cumul des espèces de faune et de flore dans l'Hexagone, en France métropolitaine, eh bien, il y a 80%. Si au total, il y avait 100 espèces en France, il y en aurait 80 dans l'outre-mer et 20 dans l'Hexagone. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce projet, parce qu'on était même surpris de voir une telle richesse dans l'outre-mer. Alors, vous avez peut-être entendu parler des points chauds de la biodiversité. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les points chauds de la biodiversité, qu'on appelle également les hotspots? C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas au programme du collège. Donc, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'eux, ils sont plus dans les écosystèmes. Biodiversité et écosystèmes. Les écosystèmes, très bien. Alors, je vais peut-être adapter. Alors, pourriez-vous me citer quelques écosystèmes ultramarins? Voilà. Qu'ils soient terrestres ou marins. Alors, oui, très bien. J'entends les mangroves. Les barrières de corail. Tout à fait. Donc, on va dire les récifs coralliens. La forêt. Tout à fait. Forêt humide. Oui, tout à fait. Ça peut être la forêt sèche, forêt humide, oui. Et que sac marin. Ah oui, alors là, on parle d'étangs ou de… Pardon, je ne connais pas bien le site. On l'a photographié pourtant dans l'exposition. Le grand cul-de-sac marin, c'est un écosystème de mangroves? Tout à fait. Tout à fait. Oui, voilà. Très bien. Les rivières. Oui, les rivières. Là, je pense que vous avez cité parmi les plus importants écosystèmes existants. Alors, il y a aussi des écosystèmes beaucoup plus spécifiques à chacune des régions, mais là, je pense que c'est très complet ce que vous avez cité. Les mangroves. Là, je reviens sur un chiffre qui est présent sur ce panneau.
Votre camarade parlait des barrières de corail. Donc, effectivement, c'est un des grands écosystèmes à protéger, hein, évidemment. Vous voyez dans l'exposition que la France héberge 10% des récifs de la planète. Donc ça, c'est un chiffre à retenir parce que avec nos petits territoires, entre guillemets, à l'échelle d'un pays, d'un seul, hein, la France, on arrive à totaliser 10% des récifs de la planète, c'est dire les enjeux de protection en France de la biodiversité. Voilà. Je vais rebondir peut-être comme vous étudiez les écosystèmes. Il me vient une idée là voilà une photo par exemple, au hasard. En Nouvelle-Calédonie, là, on est sur cette photo-là. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à une savane en Afrique où voilà, c'est une broussailleuse, etc. Ça, c'est un écosystème dégradé de Nouvelle-Calédonie qu'on appelle la savane à Niaouli. Et en fait, cet écosystème, il est vraiment dégradé par l'homme. C'est-à-dire qu'au départ, on peut imaginer qu'ici vivait un écosystème de forêt primaire tropicale, sèche ou humide, je ne sais pas, mais il y avait de la forêt avant le déboisement quasi intégral par l'homme et avant l'action répétée des feux. Parce qu'en fait, ce sont des espaces en Nouvelle-Calédonie qui ont subi le passage répété des feux pour l'exploitation agricole sur des sols très riches en fer. Et en fait, l'alliance entre l'élevage, les feux et puis le sous-sol de fer a créé, bon, ce n'est pas un exemple à suivre, hein, ce que je veux dire, mais c'est un exemple d'écosystème dégradé qui pourtant abrite une extraordinaire biodiversité aujourd'hui, qui fait partie des écosystèmes calédoniens. Comme le maquis minier, vous avez peut-être entendu parler du maquis minier aussi, c'est donc des arbustes essentiellement, des insectes, des oiseaux, etc., qui se sont développés sur les sols où sont exploitées les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont des écosystèmes aussi. Voilà. Il n'y a pas que, quand on parle d'écosystèmes, alors c'est sûr qu'on pense tout de suite aux écosystèmes primaires, tels qu'ils étaient avant le passage de l'homme, avant les pollutions, etc. Mais il y a aussi des écosystèmes, disons, qui sont nés de la dégradation des milieux, si j'ose dire. Voilà. Alors, j'en profite aussi, comme on est sur les écosystèmes, pour parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà abordé, qui est le sujet des espèces invasives. Je ne sais pas si vous en avez parlé en classe, des espèces, disons, envahissantes, introduites, c'est-à-dire des animaux ou des végétaux qui colonisent des milieux où ils n'existaient pas avant. Parce que ça, on a vu avec les chercheurs dans tous les territoires que c'est une menace à laquelle on ne pense pas forcément. Quand on parle de dégradation de la nature, on pense tout de suite aux déchets, on pense voilà, au mauvais comportement, on pense à l'urbanisation, on pense à l'agriculture intensive, à des choses comme ça, mais on ne pense pas forcément à ce phénomène. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en parler un petit peu ? Qu'est-ce que c'est pour vous une espèce invasive et est-ce que vous pourriez me citer par exemple un animal ou un végétal auquel vous pensez qui disons, s'est installé dans un écosystème dont il n'est pas natif au péril des espèces existantes? Elle utilise les sargasses. Exactement, très bon exemple. Ouais. Les sargasses, ouais, complètement. C'est tout à fait ça. Je pense aussi dans le domaine marin, vous avez un poisson qui
qui colonisent les écosystèmes marins de manière assez inquiétante aussi aux Antilles. Est-ce que vous voyez à quel poisson je pense? Exactement, le poisson-lion. Le poisson-lion. Donc, le poisson-lion, en fait, il est originaire du Pacifique et de l'océan Indien. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas suivi exactement l'origine de ce poisson. Je ne sais pas. On m'a dit que peut-être s'était échappé d'un aquarium aux États-Unis. Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait avec les expositions, c'est que ce poisson, il est originaire du Pacifique et de l'océan Indien et qu'il a été relâché dans les eaux autour de chez vous, malheureusement, aux dépens de l'écosystème autochtone, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a été très surpris, nous, les photographes de l'expo, en voyant l'ampleur de cette pression environnementale, cette pression qui est formée par les espèces invasives. On n'aurait pas pensé à ça en premier lieu. Et c'est l'une des principales causes de dégradation des écosystèmes. Alors, excusez-moi de devoir vous interrompre juste quelques petites minutes, c'est que nous arrivons à l'heure de la récréation. Bien sûr, oui. Donc, il va y avoir beaucoup de bruit. Alors, je ne sais pas comment vous gérez l'intervention. Est-ce qu'elle se termine dans combien de temps? D'ailleurs, moi, je n'ai pas vu l'heure passer, j'ai quasiment fini. Effectivement. Alors, normalement, à 9h pile, ça se termine. C'est passé très vite. Est-ce que je peux vous passer un tout petit film de 2 minutes? Pas de souci, on ferme. Et on laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous passe juste un tout petit sujet d'une expo qui est en cours au Jardin du Luxembourg actuellement, qui est la continuité d'Escale Outre-mer que vous pouvez voir en Guadeloupe. Voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est autour des grilles du Sénat jusqu'au 17 janvier. Très bonne journée à vous. Madame, ne partez pas, on va se parler peut-être après. Très bien. Au revoir, bonne journée. Merci à vous. Alors, pardon, j'ai un petit souci de partage. Ah, voilà, excusez-moi, c'est un petit peu long. Je suis désolée, je n'arrive pas à le lancer immédiatement. Comment ça se fait? Monsieur Christophe, j'ai un souci. Oui, c'est ce que je vois. En fait, la connexion, on ne voit pas l'image. C'est là. Voilà, la vidéo en plein écran en attente. Il y a peut-être trop de fenêtres ouvertes. Je ne veux pas retenir trop les enfants. S'ils doivent en fait, en plus, on risque en fait d'avoir la vidéo qui se coupe. La voici. C'est bon. Oui. Bon. Alors, on a 20 secondes de pub. Bon, pour les plus courageux, ça arrive dans 20 secondes. Alors, mettez le son juste pour voir si on l'entend déjà. Oui. Alors, justement, on n'a pas le son, donc il faudrait sélectionner, comme on a vu ensemble, au niveau de la petite flèche du micro, sélectionner Identica System de votre côté. Et puis, ça va le faire. Yes. Là, est-ce que c'est bon? Refaites le petit partage. Ça va le faire. Est-ce que vous voyez le sujet? On voit le sujet, ça saccade un peu rapidement. Arrêtez le partage et reprenez-le, et puis ça va le faire. On aura le son, et puis on va le faire. J'arrête le partage et je le reprends. En cochant en bas, vous savez, optimiser le flux vidéo, la petite coche. D'une rencontre exceptionnelle au large de Mayotte. Très bien. Au premier contact avec le jaguar dans l'immense massif forestier amazonien de Guyane,
Le voyage au-delà des mers, à travers des mosaïques d'images, sensibilise à la vulnérabilité de la nature. On sait par exemple que plusieurs espèces présentes outre-mer sont très fortement menacées aujourd'hui, comme la tortue imbriquée, comme le requin marteau à licorne, comme l'iguane des petites Antilles également. Donc, ce sont des espèces qui ont atteint le dernier échelon de menace, c'est-à-dire en danger critique d'extinction. C'est le dernier stade, c'est l'ultime stade avant la disparition de l'espèce à l'échelle de la planète. Les explorations sur le mont sous-marin La Pérouse, à plus de 150 km des côtes réunionnaises, ont permis de dresser le premier inventaire biologique du site. En Nouvelle-Calédonie, le parc naturel de la mer de Corail, créé en 2014, est la plus vaste aire marine protégée dans le monde avec une superficie équivalente à 2,5 fois celle de la France. Une immersion hors du commun dans des écosystèmes aussi beaux que fragiles. Ça fait rêver, c'est une part de rêve, mais après on revient vite les pieds sur terre parce que toute cette nature, évidemment, elle est quand même menacée aussi. Donc. Ça nous permet de découvrir des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, une faune aussi, des oiseaux, des poissons qui sont merveilleux. Mieux connaître les paysages, la flore, saisir l'instant au plus près d'une faune sauvage que recèlent ces territoires, les 30 photographes engagés livrent leur regard passionné sur ce patrimoine ultramarin. L'outre-mer est transversal. L'outre-mer, c'est 4 océans, c'est le rayonnement de la France à l'international, c'est le deuxième domaine maritime français grâce à l'outre-mer. On essaie maintenant de travailler ensemble, de créer des retours d'expérience d'un territoire